Réclamez un plat confidentiel, un jarret de bœuf, un poisson du jour et un magret 402 grammes, s'il vous plaît. Julien, tu peux m'attraper une boîte d'oxalis, s'il te plaît? 21h, centre-ville de Bordeaux. Dans ce restaurant, une petite révolution est en marche. C'est de l'oseille sauvage, c'est de l'oxalis, mais c'est très acide, quoi. Pour donner un petit coup de peps sur les plats, quoi. Dans ces cuisines, authentique laboratoire culinaire, pas de poivre ni d'épices qui viennent du bout du monde. Adrien et Emmanuel, les deux jeunes restaurateurs, ont une obsession, l'approvisionnement direct auprès des producteurs sans intermédiaire. Messieurs, dames, bonsoir. Et c'est un devoir de raconter aux clients la provenance de tous les plats proposés à la carte. Alors ce soir, ce sont des huîtres noisettes. Donc noisettes, elles sont toutes petites en fait. Mais celles-ci sont des huîtres noisettes spéciales. Donc elles ont été élevées sur le banc d'Arguin en fait. Voilà. Comme notre slogan le dit, c'est vraiment une cuisine engagée. C'est-à-dire que derrière les plats qui sortent, il y a vraiment un côté humain, un côté social, un côté vraiment engagé. La carte change tous les 2 mois et on met toujours en valeur 2 producteurs. Donc là, notre maraîcher et notre petit pêcheur artisanal qui se situe sur le bassin d'Arcachon. Magret, jarret de bœuf, poisson, tous ces produits sont régionaux, mais surtout achetés sans aucun intermédiaire. C'est ce que l'on appelle un circuit court. Mais justement, c'est quoi un circuit court? Le principe est très simple. Dans la distribution conventionnelle, le parcours d'un produit entre l'agriculteur et le consommateur comporte plusieurs étapes. Coopérative, grossiste, usine de transformation, centrale d'achat, grande surface. Ces intermédiaires achètent toujours les produits de l'agriculteur au plus bas. Et plus il y a d'intermédiaires, plus cet agriculteur s'appauvrit. Dans les circuits courts, c'est tout le contraire. Ces intermédiaires sont supprimés. C'est l'agriculteur qui vend directement au consommateur avec au maximum un intermédiaire. Le prix payé par le consommateur va donc directement au producteur. Et dans ce cas-là, tout le monde est gagnant. De faire travailler le producteur de la région, de pouvoir le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, j'ai trouvé le concept superbe. On mange de vrais légumes, des bons légumes et on sait ce qu'on produit. Je ne peux pas passer une journée sans me parler du cochon, quoi. Là, c'est le circuit court, traçabilité totale et aucun achat extérieur. C'est un phénomène nouveau, ça va être une vague. Et là, peut-être que les choses vont changer. Sinon, on est foutu. Foutu? Pas encore. Partout en France, agriculteurs, éleveurs et consommateurs modifient leur comportement et se passent de la grande distribution. Mais qui sont-ils? Comment bouleversent-ils nos modes de... À Grand Piquet, sur le bassin d'Arcachon, être un cuisinier engagé entraîne quelques conséquences, comme l'absence de grasse matinée. Et on n'est pas les plus malheureux, hein. C'est pas dégueu, hein. Aujourd'hui. Il est 7h du matin, Manuel et Adrien, nos deux restaurateurs bordelais, accompagnent Raphaël, leur ostréiculteur. Raphaël travaille de façon artisanale, de la reproduction à la commercialisation. Il fait tout lui-même, sans intervention extérieure. Moi, je vais te montrer les huîtres que tu auras dans 2 ans. Parfait. Toutes petites, les bébés. Qu'on bichonne avec soin. Donc là, celles-là, elles ont 14 mois. Se rendre compte par eux-mêmes du travail des producteurs, c'est essentiel pour Adrien et Emmanuel. Car pour eux, les producteurs sont plus que des fournisseurs d'ingrédients, ce sont des partenaires. On est transparent sur tous nos produits, sur tous nos producteurs. On a la liste de tous les producteurs sur le site internet. Donc voilà, c'est vrai qu'on vient voir Raph, on sait comment il bosse, il nous montre tout, il nous ment pas sur la qualité. Donc ouais, ça c'est une plus-value, je pense. Et pour le client. Alors, je pense que le client veut savoir ce qu'il mange, il veut savoir d'où ça vient, c'est hyper important. Donc, ouais. Vous pourriez vendre dans un autre type de circuit? Que le circuit court.
Oui, je pourrais, mais ce n'est pas mon optique de commercialisation du tout. Parce que c'est des gros volumes, c'est des négociations sans cesse et on n'a pas le relationnel avec le client. C'est cela qui est nouveau. Raphaël, comme beaucoup d'autres, préfère se passer des volumes de la grande distribution. Au lieu de subir les pressions des grands groupes pour baisser ses prix, il peut les fixer lui-même. Et à la fin, dans l'assiette des clients, ce n'est pas plus cher, loin de là. Ça y est, on m'a bronzé. Allez, t'es tous. Les agriculteurs, ils sont bronzés, Dans leur restaurant, la douzième d'huîtres est vendue 13,20 €. Un prix imbattable comparé à d'autres établissements où il faut débourser 20 € pour des coquillages de même qualité. Les clients se régalent, mais ils s'interrogent aussi sur leur mode de consommation. Pendant des années, la grande surface nous a fait consommer trop. On mange mal, on surconsomme. Et je pense les gens ont un faux discours en disant que c'est trop cher, mais on ne consomme pas pareil quand on va chez un producteur. On n'achète pas la même quantité parce qu'on mange mieux. On n'a pas besoin d'en manger en quantité. Tu as senti un peu, c'est formidable. Retour en cuisine. Dès l'ouverture de leur restaurant, il était inconcevable pour Adrien et Manuel de se fournir ailleurs que chez les petits producteurs. Leur carte est donc unique et ça a même changé leur quotidien. Il faut se lever tôt, il faut se coucher tard et il faut surtout avoir envie de vadrouiller la journée, aller chercher des produits parfois un peu plus loin que tout simplement d'aller au supermarché ou quoi que ce soit. Impossible avec cet emploi du temps d'ouvrir le restaurant au déjeuner. Mais quand on se fournit uniquement chez les petits producteurs, à quoi peuvent bien ressembler les recettes ? Sur cette planche, tout, absolument tout, est acheté en circuit court. Merlu, citron, kumquat, carottes, crème et même les condiments comme le sel, le vinaigre et le piment d'Espelette. Et grâce à la créativité de Manuel, ça donne cette assiette presque exotique. C'est pas juste nous qui voulons travailler comme ça, je pense qu'on est nombreux, vraiment nombreux à vouloir le faire. Bordeaux, c'était notre première étape dans cette France qui change. Nous y avons découvert des restaurateurs militants. Un pari pour l'avenir sur lequel misent de nouveaux explorateurs des circuits courts. Mais à 600 km des berges de la Garonne, d'autres ont littéralement bouleversé leur existence. Une question de survie. Du côté de Salon de Provence, Thierry arpente ses terres à la recherche de légumes prêts à la récolte. Mais il y a 7 ans, ces champs étaient recouverts de salades cultivées pour la grande distribution, à grand renfort de pesticides et d'engrais. Et tout ça pour enrichir des intermédiaires. Le principe, c'est quand même de rappeler qu'entre producteurs et consommateurs, on peut rajouter finalement autant d'intermédiaires qu'on veut. Et puis chaque maillon a fini par user peut-être un grand nombre de paysans. Et moi, je fais partie de ceux-là. Écrasé de charges, bousculé par les grandes surfaces qui le payaient toujours moins, Thierry a fini par craquer. Ce sont les circuits courts qui l'ont sauvé, lui et son épouse Virginie. Avant, ils vendaient leur salade à perte. Aujourd'hui, ils ne roulent pas sur l'or, mais au moins ils peuvent vivre de leur travail. Quand on était payé 2-3 mois après avoir livré par exemple des salades, c'était très très dur. Hein. Financièrement, c'était très très dur pour nous. Puis là, cette année, par exemple, il m'a embauchée. Avant, j'étais conjointe collaboratrice. Cette année, j'ai un CDI, je suis embauchée. Et on a embauché aussi une deuxième personne. Donc, ouais. Ça n'aurait pas été possible? Non, avant, non. Ça a changé votre vie, en fait? Ah, carrément. Carrément, oui. Il n'y a pas photo, quoi. Puis en plus, nous, on en profite aussi, quoi. On mange de vrais légumes, des bons légumes, et on sait ce qu'on produit. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Alors avant, quand j'étais enceinte, Thierry me déconseillait d'aller ramasser les légumes. Oui, mais je lui demandais, est-ce que je peux ramasser ça? Non, je viens de traiter, il ne prend pas. La vente directe a vraiment changé leur vie.
Rien ne les obligeait à le faire, mais Thierry et Virginie ont poussé l'excellence jusqu'au bout. Produire bio. Par respect pour eux-mêmes et les consommateurs, les rangées de salades bourrées de pesticides ont été remplacées par des herbes aromatiques, des blettes, des betteraves, des courges. 50 nuances de vert. Il y a toujours cette idée de dire on ne savait pas. On utilisait des produits mais on ne savait pas. Je crois que maintenant on sait, on a compris et il faut en avoir peur, voilà. Pour être optimiste et pour se dire que finalement, le résultat, ça fonctionne, quoi. On peut avoir des beaux légumes sans utiliser les produits nocifs. Belle histoire que celle de Thierry et Virginie. Leurs légumes, on en mangerait tous les jours. Mais les circuits courts se résument-ils aux seuls producteurs? Les consommateurs ont eux aussi pris les choses en main. Rendez-vous quelque part au bout d'une route en pleine campagne dans la Seine-et-Marne. Une jolie maison en pierre à côté de Crécy-la-Chapelle. Des pinceaux, des fards, des poudres. Nous sommes chez Carmen, conseillère en images. Vous savez comment on prend les mesures pour le sourcil? Mais quel rapport entre Carmen et les circuits courts? Apparemment aucun, mais ne vous fiez pas aux apparences. Je faisais comme tout le monde, j'allais au supermarché. Moi, je pensais très bien faire, entre guillemets, parce que je suis quelqu'un qui aime cuisiner. Mais effectivement, je m'interrogeais peu sur la provenance de mes produits. Regardez en haut. Alors qu'elle cherche des fermiers de sa région pour s'approvisionner, elle entend parler d'un nouveau site internet, La Ruche qui dit oui. Un site qui se propose de rapprocher agriculteurs et consommateurs en organisant des ventes directes. Je choisis qui me nourrit et je choisis qui va me nourrir. Au-delà du fait de moi d'aller vers une alimentation beaucoup plus saine, le fait de faire travailler le producteur de la région, de pouvoir le rencontrer, de pouvoir échanger avec lui, j'ai trouvé le concept superbe. Alors, toutes les semaines, Carmen troque ses escarpins pour des bottines et un tablier. Et c'est parti. La conseillère en images se transforme en responsable de ruche, sa deuxième vie. La Ruche, un succès fulgurant. Créée en 2011 avec 20 points de distribution et quelques clients que l'on appelle abeilles, aujourd'hui, elles sont plus de 100 000 dans toute la France, réparties dans plus de 720 ruches. Mais alors, qu'est-ce qu'une ruche et comment ça marche? C'est tout simplement un site internet qui ressemble à un marché en ligne. On s'y inscrit gratuitement, sans engagement de durée. Il suffit ensuite de sélectionner un point de distribution près de chez soi, de faire ses commandes à l'avance et de venir retirer ses produits quelques jours plus tard. Comme dans ce restaurant, c'est le lieu choisi par Carmen. Bonjour. Toutes les 2 semaines, elle investit les lieux pour la distribution de sa ruche. Les abeilles ont 2 heures pour venir chercher leurs commandes auprès des producteurs. Ce lien, c'est le cœur du système. Une opportunité pour Mathieu, le responsable du restaurant. C'est toujours beau ici, c'est bien. C'est vrai, on en disait ça ce matin avec Carmen. Impeccable, toutes les distributions, à chaque fois un beau rayon de soleil. C'est du bonheur. Ça conforte un établissement, ça conforte des produits, un choix, une stratégie. Ça permet également d'embaucher des personnes supplémentaires. Tout ça, c'est vertueux, c'est un cercle qui est vertueux de toute façon. Ce restaurant a donc pu rester ouvert et maintenir des emplois car Mathieu achète désormais 35% de ses ingrédients en circuit court. Une stratégie qui attire de nouveaux clients. Un vrai bonheur pour Lydia, la crémière du coin, qui vend ses yaourts comme des petits pains. Il y a Mathieu, le responsable du restaurant, qui propose mes yaourts tous les matins aux gens aux personnes qui viennent dormir au golf et qui prennent le petit déjeuner ici. Donc c'est vraiment un échange sur tous les points, quoi. Aussi bien avec les responsables, avec nous, avec les lieux où on se déplace, puis les personnes, des fois, dans les clients, il y a peut-être un responsable de cantine, d'une autre ruche, voilà, qui viennent, qui se baladent et ça nous donne beaucoup de débouchés en fin de compte. Tout le succès du réseau des ruches repose sur des responsables locaux. Comme Carmen, ils touchent un peu plus de 8% du chiffre d'affaires de chacune de leurs ventes. Mais ce travail ne se limite pas aux jours de distribution. Pour garantir le lien entre producteurs et abeilles, il faut visiter les fermes, s'informer sur la provenance des produits et leur fabrication. Cet après-midi-là,
Carmen et 2 autres responsables de ruche se rendent justement dans la ferme où Lydia fabrique ses yaourts. Ça donne quand même plus envie de manger du coup des yaourts. Hein. Il n'y a pas photo. On peut plus. Ça a l'air d'être bien. Hein. On peut plus repartir. Enfin, on peut plus consommer comme avant après ça. Tu peux plus revenir comme ça en grande surface comme avant. Moi, je sais que perso, je peux plus. Quand j'étais venue visiter la première fois, c'était au tout début du printemps. Et Lydia me dit non, les vaches ne sortent pas avant telle heure parce que sinon l'herbe est froide et elles ont mal au ventre. Ah ouais, c'est super. Ouais, c'est clair. C'est l'heure de la traite. Dans cette ferme, c'est Christelle la patronne. La plus grande partie de la production laitière est consacrée au fromage. Tout le reste sert à la fabrication des yaourts que Lydia vend à la ruche ou dans des cantines scolaires. Un partenariat qui permet de trouver de nouveaux débouchés et surtout d'augmenter son chiffre d'affaires. Avec le système des ruches, on procède par commande anticipée, c'est-à-dire que on a une vente qui est en amont et donc on va produire en conséquence. Et ça maintient justement des quantités assez régulières toutes les semaines. Et c'est ça qui est intéressant. S'il est bien fait, le travail de responsable de ruche prend donc une dizaine d'heures par semaine. Mais pour Carmen, c'est loin d'être une corvée car elle prend sa mission très à cœur. Le fait de visiter les producteurs, ça nous permet de voir un petit peu quelles sont leurs conditions de travail, comment sont fabriqués les yaourts, comment sont nourries les bêtes, comment elles vivent. Pour la suite de la visite, Lydia leur montre comment elle prépare les livraisons. Un travail méticuleux auquel elle accorde toute son attention. Donc t'oublies rien hein, pour demain. J'oublie rien, t'oublies rien. Donc je prépare 3-4 commandes, après je vais les emballer de l'autre côté. Mais il y a tellement de ruches qui s'ouvrent, notamment en région parisienne, que certains producteurs peuvent être tentés d'enchaîner leur distribution sans se soucier de la rencontre avec le client. C'est pourtant un moment essentiel. Il y a une promesse à la ruche. Quand vous inscrivez dans une ruche, on vous fait la promesse de rencontrer le producteur. Donc cette promesse, elle doit être tenue. Et pour Lydia, il faut être réglo jusqu'au bout. Quand on en a trop des ruches, de toute façon à fournir, on ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. On ne peut pas être en train de préparer une production, la route, la distribution, ce n'est pas possible. À un moment donné, moi j'ai dit stop. J'ai plein de propositions, à un moment donné, stop. On ne peut plus quoi. Mais tout le monde n'a pas la conscience de Lydia ou de Carmen. Loin de son petit coin de campagne, à Paris, selon plusieurs témoignages, les producteurs seraient peu présents en distribution et se contenteraient de déposer rapidement leurs commandes. Nous décidons de filmer en caméra cachée un samedi matin lors d'une distribution. Et là, première confirmation, les producteurs sont presque tous absents. Je vais récupérer une commande. Alors, c'est le numéro 9. Vous êtes déjà rentré là? Je suis venue une fois, mais vite fait en fait. Là, vous allez voir si vous avez pris des choses à l'intérieur. Ça va être un peu serré. D'accord. Il y a combien de producteurs qui viennent à chaque fois? En tout, il y a 3 producteurs présents, peut-être 3-4 producteurs présents. Bon, je vais voir dedans comment ça se passe alors. Et justement, à l'intérieur, sur le mur, 3 affichettes pour indiquer la présence d'un fermier, d'un brasseur et d'une confiturière. Mais les 3 sont représentés par une seule et même personne. Même constat juste à côté. On s'attend à l'accueil convivial, souriant, comme chez Carmen, d'un maraîcher, d'un chocolatier ou d'une pâtissière, mais encore une fois, un seul et même producteur pour répondre à nos questions. Parce qu'en fait, tout le monde ne vient pas toutes les semaines, c'est ça hein. Sur les producteurs, vous voulez dire? Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Enfin, moi, je me divise entre plusieurs ruches. Le samedi, j'en ai 5. D'accord. J'essaie d'être à peu près équitable, quoi, mais ça dépend des fois, en fait. C'est un peu à la demande, quoi. Voilà, des bénévoles qui sont là pour faire ça tout le monde. Il y a combien de producteurs ici dans cette ruche-là, à peu près? Un peu plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine, d'accord. Ouais, un peu plus d'une dizaine. Et quand nous venons chercher le reste de notre commande, c'est un bénévole qui nous reçoit. Plein de bonne volonté, mais pas franchement au courant des produits qu'il distribue.
Alors, numéro 9. Haricot mango, pamplemousse vert, quinoa blanc. Il vient d'où le quinoa? J'ai une colle parce que c'est pas moi le producteur. Ah, c'est pas vous qui produisez? Non, non. D'accord. En fait, comme il ne pouvait pas être là aujourd'hui, moi je suis un bénévole qui donne un coup de main. D'accord, d'accord. Et demandez à Thomas. Thomas, il y a C'est lui qui... C'est le responsable ici. D'accord, ok. Nous nous renseignons auprès du responsable. Il est très affairé car il sert à la place des producteurs, là encore absents. Et quand nous l'interrogeons sur la provenance des produits que nous venons d'acheter, il nous renvoie une adresse mail. Vous avez des questions à lui poser, c'est ça? Ouais. Alors c'est vrai qu'il est vraiment joignable par mail. Il répond vraiment rapidement à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Par mail, ok. Ouais. Il est où, lui? On peut le voir ou pas? Non, il est Il sera là dans 15 jours. Enfin, Ah, d'accord. le distributeur sera là dans 15 jours. Ouais. D'accord. Bilan très moyen. Des producteurs absents, un responsable au four et au moulin, et au final, une réponse du genre « Écrivez-nous, on vous répondra ». Décevant et très éloigné de la promesse de rencontrer les producteurs mis en avant par la ruche. Est-ce normal que ces ruches soient différentes les unes des autres? Pour le savoir, nous prenons rendez-vous au siège de l'entreprise. Une jeune start-up au succès foudroyant, logée dans un loft du 10e arrondissement de Paris. Une quarantaine de salariés qui travaillent au bon fonctionnement du réseau. Ça donne très envie, hein, vous avez vu. À la tête de la société, Guilhem, un patron très charismatique, fier de son œuvre. Le fait de rapprocher un circuit court, le producteur peut effectivement retrouver une relation avec le consommateur, peut trouver le bon prix, voilà, fixer le bon prix, informer de ce que c'est que de produire. Le consommateur peut prendre conscience de plein de choses, peut interroger sur la qualité, comment c'est fait, etc. Et puis prend aussi conscience du métier de l'autre. Et on recrée vraiment des rencontres qui permettent de recréer une économie qui fonctionne parce que les gens sont informés l'un de l'autre de chaque enjeu, quoi. Un joli principe de départ presque utopique, si l'on se souvient de notre expérience dans une ruche parisienne. Mais pour Guilhem, il n'y a pas de quoi s'alarmer. L'esprit des ruches, c'est l'esprit de la personne qui ouvre la ruche et des gens qui viennent à la ruche et des producteurs. Nous, en fait, on donne vraiment un outil pour que les gens expriment quelque chose. Donc, ils expriment une activité qui permet organisationnelle. Alors, il y a des ruches où c'est hyper carré et tout, puis il y a des ruches un peu plus de bordel, etc. Souvent, elles marchent moins bien. Je pense que les gens aussi, c'est de l'apprentissage, hein. Je pense qu'il y a des gens qui au début, peut-être sont intimidés même par ce qu'ils font, et puis petit à petit s'émancipent dans la rencontre, et puis ils font des ruches qui marchent de mieux en mieux. Les ruches, depuis le début, marchent de mieux en mieux. Voilà. On enferme certaines, hein, évidemment, c'est la vie, mais globalement, par ruche, en 2 ans, le chiffre d'affaires a doublé de chaque ruche. Le revenu des ruches a donc doublé, et ceux du siège se portent bien aussi, car ils touchent 8,35% de toutes les transactions. Le succès d'un système sans engagement, sans contrat, où chaque responsable organise sa ruche un peu comme il veut, du moment qu'il vend. C'est Internet qui a permis à la ruche de se développer aussi vite. Mais le web a aussi permis aux paysans de développer leur propre circuit court. En Loire-Atlantique, à Châteaubriand, nous avons rencontré Pierre, un éleveur qui vend sa viande grâce à Internet. Têtu. Pendant des années, Pierre a tenté de structurer des filières de viande de qualité pour les grandes surfaces. Elles ne sont pas priées. Hein. Mais après des échecs répétés, il en a conclu que l'agroalimentaire et la grande distribution n'étaient pas le bon débouché. Elle s'était coincée, trop petite. Il y a toujours un peu de surveillance hein, sur les animaux, c'est vivant, ça bouge, ça fait des bêtises. Allez les filles. Oui. Oui, de temps en temps, elles font des bêtises. Lassé de se battre face à des négociants plus soucieux d'obtenir les prix les plus bas plutôt que de la qualité, il a décidé de créer sa propre filière courte. Je n'achète aucun fourrage, aucun concentré. En fait, je suis une ferme totalement autonome, basée sur un système exclusivement sur l'herbe. Là, c'est le circuit court, traçabilité totale et aucun achat extérieur. Donc, il n'y a aucune prise de risque avec des aliments que je ne maîtrise pas.
Il sait donc exactement ce que mangent ces 40 vaches et ça ne lui coûte rien. Et il peut fixer lui-même le prix de sa viande sans subir les pressions d'intermédiaires. La nécessité des circuits courts, c'est que en vente directe, un produit comme celui-là qui donne une viande d'exception d'animaux nourris et engraissés exclusivement à l'herbe, eh bien, il faut qu'il soit remis directement en vente directe au consommateur pour qu'il puisse en apprécier la qualité et en récupérer la valeur ajoutée. Parce qu'autrement, ce produit-là, en filière industrielle, il ne sera pas différencié et on ne va pas me payer plus parce qu'il a mangé exclusivement de l'herbe et il sera payé au kilo le même prix qu'un taurillon d'un bâtiment intensif qui aura consommé que du maïs en silage et du tourteau de soja OGM. Pas de dépenses superflues, un prix qui rémunère réellement le travail fourni par l'éleveur et la qualité de la viande. Allez, ici. Pour Pierre, le circuit court a la double vertu de permettre à des éleveurs de mieux vivre et à des consommateurs de mieux manger. Les éleveurs, ils sont à la peine, c'est-à-dire ils sont aujourd'hui dans un sentiment de désespérance, tellement la vie est dure. Ils se disent, mais je fais comment pour payer mes remboursements de matériel voilà, ils ont des charges qui sont fixes et le revenu qui est à la baisse est complètement incertain. Et les circuits courts, comme c'est un contrat entre le producteur et le consommateur, et il y a une stabilité parce que tant que le consommateur reconnaît la qualité que vous faites, eh bien, il est d'accord de payer un prix différencié. Et comme je vous disais, qui ne revient pas plus cher que quand il va chercher une barquette au fond d'un linéaire en supermarché. Pour Pierre, les circuits courts garantissent le respect de son travail, mais aussi celui du consommateur. Mais bien élever ces bêtes ne suffit pas. L'abattage et la découpe, il les confie à un atelier en qui il a une entière confiance. 4 heures du matin, près de Rennes, Pierre vient assister personnellement à cette dernière étape avant l'envoi de ses colis commandés sur son site internet. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas d'achat et de revente de viande. Donc on est totalement certain de la transparence et de la traçabilité dans cet outil de découpe-là. Parce que l'outil ne travaille qu'au service des éleveurs et chaque éleveur amène son animal, donc ici donc la carcasse de l'animal qui provient de l'abattoir, et récupère son propre animal. Donc en fait ici, un lot, c'est uniquement un animal, il n'y a pas de mélange de plusieurs animaux. Donc c'est pour ça que la transparence est beaucoup plus forte que dans un circuit long comme le supermarché. Pierre s'est associé à 3 autres éleveurs qui travaillent comme lui. Ce matin, la viande suit un parcours balisé. Tout au long de la chaîne, une seule couleur de plateau lui est attribuée. Chaque morceau est identifié par un code barre qui récapitule toutes les informations de la traçabilité. C'est la valorisation de tout notre travail et on ne veut surtout pas qu'il soit amoindri ou dégradé et qu'il soit par contre valorisé pour l'exprimer au mieux pour que le consommateur retrouve cette qualité-là dans son assiette. Pierre surveille tout car il est personnellement garant du contenu du colis. Tout doit parfaitement correspondre aux informations données sur l'étiquette. Nom de l'éleveur, numéro de la bête, de l'abattoir et de l'atelier. L'autre grand avantage de la vente directe par rapport à la grande distribution, c'est la rémunération de l'éleveur. Pour un colis payé 100 € par le consommateur, 45 € lui reviennent directement. Le reste sert à payer la logistique, comme le transport, l'abattoir ou le passage par cet atelier de découpe. Ça représente une valorisation de 20% de plus que pour un éleveur qui ne peut pas bénéficier de la vente directe. Dans le colis de 5 kg, on peut trouver tous ces morceaux de viande pour un total de 100 €. Nous avons comparé les prix de chaque morceau au gramme près, avec ceux pratiqués dans 2 enseignes de la grande distribution. Dans l'hypermarché A, tous ces morceaux auraient coûté 91 €. Dans l'hypermarché B, 98 € et tout ça pour de la viande industrielle. Et sur une boucherie en ligne, 108 €. Acheter sa viande en circuit court,
C'est donc la garantie de manger bien, bon et pas si cher. Mais vous allez voir qu'il est même possible de se nourrir en vente directe pour des prix vraiment imbattables. Retour à Salon de Provence. Souvenez-vous, Thierry, c'est ce maraîcher qui avait laissé tomber les salades aux pesticides pour se mettre aux légumes bio. Virginie, son épouse, est justement en train de préparer la livraison de ce soir. Des paniers distribués grâce à une association qui ressemble un peu au système des AMAP. Pommes de terre, courges, choux rouges, choux-fleurs, topinambours, blettes, salades, radis. C'est un panier d'hiver, certifié 100% bio. C'est toujours le même prix. Ah oui, oui, c'est vous payez un forfait et pour toute l'année et puis voilà quoi. 26 € pour tout ça, ça n'a pas l'air d'être beaucoup. Sauf que en fait, c'est directement pour vous. C'est ça, mais c'est très motivant parce que on travaille, on est très soutenu par les adhérents, ils investissent dans notre travail et puis voilà. Après, c'est à nous à produire quoi. Ils vous sponsorisent en fait. Oui, c'est ça. Voilà pour le panier d'hiver pour une famille de 4 personnes. 26 €, franchement, ce n'est pas excessif. Mais Virginie et son mari peuvent faire beaucoup mieux et plus avec le panier d'été. 1 kg de pommes de terre, 1,2 kg d'aubergines, 6 concombres, une caisse Eiffel d'oignons, après 2 bottes de radis, parce que c'est pas fini, 1 kg de courgettes, 4 poivrons, 8 salades, 3 kg de tomates, 1,5 kg de haricots rouges et verts, 4 betteraves, 2 barquettes de fraises et 5 kg de tomates anciennes. Les paniers de Virginie et Thierry sont destinés aux 200 familles adhérentes à l'association avec laquelle ils travaillent. Et tout se joue ici, à Marseille, entre le Vieux-Port, la Canebière et la Vieille Ville. Ce système de circuit court a été imaginé par une petite association marseillaise. Elle gère 28 centres de distribution, ce qui représente environ 5000 consommateurs. Un travail de titan pour cette petite structure qui ne compte qu'un seul salarié, Nicolas. Chez nous, le paiement des légumes s'effectue directement auprès du maraîcher, si bien que vous payez réellement le coût du légume et du bénéfice pour le maraîcher. Tout va partir directement dans son compte d'exploitation. Je ne veux pas dire dans sa poche parce qu'il a beaucoup de frais, mais dans son compte d'exploitation. Et du coup, nous, on n'a jamais eu l'impression que de manger bio, ça coûtait plus cher que de ne pas manger bio. Une impression confirmée par une étude faite en 2014. Chaque semaine, Nicolas a pris le contenu d'un panier un peu moins abondant que celui de Thierry et Virginie à 15 € et a acheté exactement les mêmes légumes en épicerie bio et dans un hypermarché. La conclusion est surprenante. Envers une ligne fixe qui est notre panier pour 2-3 personnes qui est vendu 15 € par semaine, que ce soit, quel que soit le mois de l'année, il est toujours à 15 € par semaine. Et on l'a comparé donc avec les tarifs dans un magasin bio, qui est la courbe rouge. On ne s'attendait pas à ce que les chiffres soient si importants, puisque en moyenne, notre panier à 15 € ressort en magasin bio à 30, donc au double de notre prix. C'est dû au fait que les distributeurs jouent sur cette niche un peu de la bio bobo, de la bio un peu chère, et que les marges sont supérieures dans ces boutiques-là en bio qu'en non bio. Le plus étonnant, c'est la comparaison avec les légumes de l'hypermarché, la ligne jaune sur le graphique. On voit bien que le plus souvent, elle est au-dessus du prix du panier de notre association. Et à la fin de l'année, la différence est quand même de 217,50 €. Ça cloue réellement le bec à cette idée que la bio est plus chère et la bio est réservée à une élite. On peut manger bio et moins cher, il suffit d'éliminer les intermédiaires. Voilà, je crois que c'est assez clair. Pour Monique, la fondatrice de l'association, la vente directe ne relève pas uniquement de l'économie ou de l'agriculture. Il s'agit de se poser des questions politiques, de proposer un nouveau modèle de société, en somme, de révolutionner le monde. La philosophie de notre association, c'est justement de s'opposer au système dominant, de s'opposer à cette agriculture industrielle, à cette agrochimie qui a envahi qui a tout envahi. On veut aider les petits paysans, petits par la taille de leur ferme, l'agriculture paysanne à visage familial. C'est celle qui fait vraiment de la qualité et ce sont des gens qui n'ont absolument pas d'aide.
Mais attention, ici, on est très attentif aux récupérations marketing qui pourraient être faites des circuits courts, notamment par la grande distribution. Actuellement, la définition des circuits courts, c'est une vente avec au maximum un intermédiaire. Ça veut dire que si on pousse le truc à l'extrême, si aujourd'hui je suis gérant d'un hypermarché et que j'achète des tomates en Chine ou des haricots verts en Afrique du Sud, directement à un producteur et que je les revends dans ma boutique, je peux très bien marquer que c'est de la vente en circuit court. Sauf que, à notre avis, le circuit court, si c'est pour continuer de la grande distribution avec une agriculture mondialisée, ça va nous mener à rien d'intéressant. Pour un peu, on remettrait la médaille du mérite agricole à nos militants marseillais. Leurs combats sont utiles, multiples, et ils n'ont pas fini de ferrailler. Car la grande distribution ne compte pas rater la vague des circuits courts. À 600 km de Marseille, près de Besançon, un supermarché ne manque pas d'idées pour prendre le train de la vente directe en marche. Son directeur Olivier est très fier de nous expliquer sa stratégie pour mettre en valeur les éleveurs locaux. Notre volonté a été de faire un circuit le plus court possible. Donc on travaille avec des producteurs locaux, bisontins, pour la viande, puisque 80-90% de nos approvisionnements viennent des établissements Belot à Besançon et les éleveurs de la Chevillotte à côté de Besançon. Bœuf, poulet, porc, en direct des producteurs, ça c'est pour le rayon traditionnel. Mais pour le libre-service, où la viande est déjà en barquette, la provenance est plus disparate. Je vais prendre le produit. C'est travaillé chez nous, on a le même numéro et le même numéro d'abattage, le numéro de l'abattoir et du fournisseur. Donc c'est aussi du bœuf qui a été élevé dans le coin. C'est du bœuf qui a été abattu à Besançon. Après, en fonction des éleveurs et en fonction de la marchandise qui est sur le marché, ils restent en Franche-Comté ou ils vont dans la grande région Bourgogne-Franche-Comté. Le numéro d'abattoir confirme bien que la viande a été préparée à Besançon, mais pour le reste, on ne connaît ni le lieu, ni le nom de l'éleveur, ni sa façon de nourrir les bêtes. Question circuit court, ce n'est pas franchement très clair. Mais vous allez voir que notre directeur de supermarché a décidé de résoudre ces questions de façon originale. On est à 500 mètres à vol d'oiseau du magasin. Et on se rend vers donc les parcelles de prairies que nous avons acquis pour notre projet d'élevage d'une dizaine de bovins que nous allons acquérir à la sortie de l'hiver. Et oui, ce directeur de supermarché a bel et bien décidé d'élever ses propres bovins. Les vaches devraient arriver en mars et finir leur engraissement dans ce pré. Ce sera en quelque sorte l'annexe du rayon boucherie. Une perspective qui réjouit tellement Olivier qu'il se prend déjà pour un cow-boy. Vous n'avez pas la clé? Si. C'est chez vous? Si, j'ai la clé. Au moment de notre tournage, l'arrivée des vaches est une question de semaines. Pourtant, les réponses à nos questions sont un peu floues. Combien de vaches, ça fait partie du métier de l'éleveur, c'est lui qui va nous dire en fonction de la qualité du terrain, la qualité de l'herbe, l'abondance de l'herbe, combien d'animaux peuvent être nourris sur cette parcelle. En gros, je crois que c'est entre 8 et 10 qui seront sur place. Ça sera des races à viande, donc bon, le cahier des charges reste à déterminer avec l'éleveur. Vous l'avez déjà trouvé cet éleveur? Non, alors oui et non, on a plusieurs contacts. Voilà, on essaye de prendre quelqu'un qui sera au plus près également de Defcé et qui a envie de faire cette aventure avec nous. Et si un jour les vaches arrivent, leur viande ne représentera tout au plus qu'un mois de vente du rayon boucherie. L'occasion pour le supermarché de se faire connaître. D'ailleurs, ce projet, certains éleveurs le regardent avec circonspection, pour ne pas dire plus. C'est ce que nous a confirmé un élu syndical, lui-même éleveur. Il nous reçoit chez lui et met les consommateurs en garde contre ce qu'il considère comme un coup de com'. Il faut toujours se méfier des effets d'annonce. La grande distribution des autres. Des effets d'annonce, ça dit bien ce que ça veut dire, c'est des effets d'annonce. Quand ils se vantent de faire des circuits courts, ce qui peut être réel, en réalité, ils collent à une demande. Ils savent qu'il y a une demande de la part des consommateurs
Et pour les attirer, parce qu'ils savent aussi que dès qu'un consommateur met le pied dans leur magasin, il sort avec un minimum dans le caddie. Alors ça, c'est pas illégal. Bon, après, on en pense ce qu'on en veut. Moi, je me dis que c'est un peu prendre le consommateur pour un gogo. Il faut lui tirer de l'argent avant toute chose. Le succès des circuits courts aiguise les appétits et favorise les manipulations. C'est ce qu'a compris un éleveur depuis très longtemps. À l'autre bout de la France, dans les Pyrénées-Orientales, nous avons rencontré un homme qui a toujours mis un point d'honneur à rester éloigné de la grande distribution. À Montferré, un hameau à flanc de montagne, Thibaut élève seul ses cochons noirs depuis 7 ans. Qu'est-ce que c'est? Viens, viens. Viens là, viens. Je dis, il va le faire, il est timide là. D'habitude, ils me viennent et me sautent dessus, aujourd'hui, il veut pas. En principe, c'est des hommes qui viennent. Et là, des femmes, elles sont jalouses. Je pense, hein. Viens. Viens. Viens, voilà. Thibaut consacre plus de 15 heures par jour à son élevage. Il fait tout seul et ça lui plaît. Quand j'ai démarré, je faisais ça, bon, sans... Et je suis vraiment tombé amoureux de mon métier, quoi. Déjà, c'est une bête qui me plaît beaucoup. J'aurais jamais cru que ça me plairait autant. Et c'est vraiment... ça devient ma passion, quoi. Voilà. Je peux pas passer une journée sans parler des cochons, quoi. Ou même en vacances, il faut que j'aille voir des cochons, quoi. Je suis contaminé, quoi. Notre éleveur s'occupe de la naissance de chaque animal, puis les laisse gambader en semi-liberté pendant 1 an sur un terrain de 20 hectares dans la montagne. Là, ils se nourrissent de glands, de noisettes et de châtaignes dans les sous-bois. C'est ce qui donne à leur viande un goût extraordinaire. Allez. Voilà, à l'origine, je sais d'où elle vient, quoi. Voilà, moi, il n'y a pas de... Ça vient pas ni de la droite ni de la gauche, c'est 100% de Montferré, quoi. Voilà. C'est local. Allez. Thibaut s'occupe de 200 cochons noirs de Bigorre. Il n'a pas les moyens d'avoir un employé et ne délègue rien à personne. Je respecte autant l'animal que la nature. Et après, je vais plus loin, vu que je vends mes produits, je respecte même les gens qui m'en achètent, quoi. Moi, c'est surtout un respect voilà, en général, quoi. Je les fais naître, je les élève, je les engraisse et après, je les amène à l'abattoir. Et à l'abattoir, je reste avec les cochons, je reste avec les tueurs, je récupère mon sang, parce que vu que je suis en bio, je dois récupérer mon propre sang. Je ne peux pas prendre le sang d'un autre cochon, donc je récupère mon sang. En plus de ça, je récupère mes boyaux. Je nettoie mes boyaux sur place pour ma fabrication, quoi. Les cochons noirs sont beaucoup plus petits que les cochons roses que nous connaissons tous. Il y a donc un peu moins de viande et Thibaut doit travailler 2 fois plus pour espérer gagner sa vie. Dans la plaine, à 50 km de la montagne, il a dû aménager un atelier de transformation où il fabrique tout lui-même. Si je devais vendre que des cochons sur pied, ce ne serait pas rentable pour moi, quoi. Le fait de transformer mon produit, c'est plus rentable pour moi, quoi. Sinon, je ne gagnerais pas ma vie, quoi. Et c'est grâce à un fabricant que je peux gagner ma vie, quoi. Il s'est donc mis à faire sa propre charcuterie qu'il vend en personne le week-end. 250 kilos chaque semaine. Mais tous ces équipements professionnels coûtent vraiment très cher. Ça doit aller vers les 250 000 par là. Vous en avez jusqu'à quand pour rembourser tout ça, là? Ouf. Encore une dizaine d'années. En vente de la saucisse? La saucisse, je peux en vendre, là. C'est des cochons, je peux en faire encore, hein. Le porc et les charcuteries élevées, fabriquées et vendues par Thibaut, sont reconnus pour leur grande qualité gustative dans toute la région. Cette excellente réputation s'est même retournée contre lui l'été dernier. Il y a des gens qui sont servis de mon image pour vendre des produits qui n'étaient pas de ma production, en fait. Voilà. C'est une cliente qui m'a appelé sur mon téléphone, qui m'a expliqué qu'elle avait acheté de la saucisse sur le marché de Céré. Et pour la saucisse pour 10, et les 10 sont tombés malades, quoi. J'ai pas eu le temps de m'expliquer, en lui disant que ce n'était pas moi qui étais sur le marché. Et donc elle m'a raccroché au nez, et de là, ça a été le déclic. J'ai dit, il faut faire quelque chose pour trouver qui fait ça, quoi, parce que ça peut pas durer, quoi.
Donc c'est quelqu'un qui s'est fait passer pour vous Ouais. et qui a vendu des mauvais produits. Ouais. Il faisait venir des produits qui venaient ou d'Espagne ou qui rachetaient à des grossistes. Et il vendait ce produit en disant que c'est du cochon bio, de Montferré, voilà. Donc c'était de la contrefaçon. C'était la contrefaçon. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve un dessin pas mal. Et c'est le cochon de Montferré qui dit à un cochon rose qui n'est pas de chez moi, qui lui dit faux frère, quoi. Ça m'a fait mal, ouais. Donc je pensais que peut-être plus de contrôle sur les marchés ou les foires, ça ferait du bien des fois, quoi. Parce que beaucoup vendent des produits qui ne sont pas du tout, qui ne correspondent pas à l'étiquette qu'ils portent, quoi. Grâce à un article dans la presse locale et à l'intervention des services vétérinaires, le coupable a immédiatement stoppé ses agissements. Mais Thibault a bien failli tout perdre. Et si cet éleveur n'était qu'une victime parmi d'autres? Qu'est-ce qui garantit aujourd'hui aux petits producteurs, comme aux consommateurs, qu'un produit est bien issu d'un circuit court? Eh bien, pas grand-chose, car voici le seul texte qui encadre cette pratique. Est considéré comme circuit court un mode de commercialisation qui s'exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire. Le problème, c'est qu'il s'agit là d'une simple définition et pas d'un label, comme le bio ou l'appellation d'origine contrôlée, qui sont strictement encadrés. Il faudrait donc légiférer pour éviter les abus. Réfléchir à un cadre légal pour les circuits courts, c'est l'objet de la mission d'information menée par Brigitte Allain, députée de Dordogne. Je crois qu'à travers cette mission d'information, on va pouvoir avancer sur une vraie demande des producteurs, parce que tous ceux, et c'est 99% des gens qui travaillent correctement, qui disent, moi, sur le marché, je voudrais pouvoir poser mon logo producteur. On est d'accord, dans le plus simple et le plus ancien des circuits courts, le marché, il y a déjà un vrai travail de transparence à faire, car rien ne distingue les producteurs des simples revendeurs. Quand je vais au marché à Bergerac, faire mes courses avec mon panier, côte à côte, des producteurs et des non-producteurs, il me semble que je devrais avoir le droit de savoir si ce produit est produit chez ce producteur ou si c'est le produit de son voisin, juste le nom du producteur, le lieu, je peux aller vérifier. Ben oui, c'est ça aussi, mettre son nom. Donc, ce sont des choses peut-être à préciser. Je crois qu'il faut encadrer, il ne faut pas enfermer. Le vrai changement donc, ce serait déjà de savoir qui est le producteur, d'où il vient, et surtout de connaître la nature de ce qu'il vend. Et ce n'est pas si compliqué à mettre en place, comme nous le prouve cette petite ville de l'Hérault. Grabel, à l'avant-garde de la vente directe. Ici, le marché paysan circuit court est le fruit de l'imagination d'un élu, Jean-Pierre Divet. La toute première mesure mise en place est vraiment toute bête, mais unique. Au tout début, on a voulu apporter des précisions sur l'exposant. Ce qui est important, c'est d'apporter une information sur le lieu, comment on peut retrouver la personne qui vous a vendu un produit, avec lequel on peut peut-être être séduit ou alors au contraire avoir un souci, donc revenir. Voilà. Les gens peuvent nous poser la question, mais comment vous le fabriquez et vous cultivez? Et moi, la farine, je sais d'où elle vient, je connais le moulin, je connais les gens. Et nous, tous, en tant qu'exposants, on est aussi responsables de notre marché. C'est pas, on ne vient pas juste là pour vendre notre truc et puis on s'en va. Grabel, un marché pilote qui passe par un système très simple d'étiquetage. Il suffit de savoir distinguer ces trois couleurs. Orange, vert, violet. Un code mis en place par Yuna Chifolo, sociologue spécialiste des circuits courts à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Un petit chou, quelques patates. Grabel, c'est son laboratoire d'expérimentation. Il y a trois couleurs. Vert qui indique que le produit, donc il a été produit par la personne qui est ici, qui vend sur le marché. Orange,
Ça veut dire que c'est un produit d'un autre producteur qui est en région. Et je suis sûre en fait que ce type-là, il le connaît personnellement, il est capable de me raconter les pratiques. Voilà, il y a un lien personnel derrière. Et puis, on a quelques produits comme ça, qui sont au nombre limité sur le marché, mais qui correspondent en fait à des produits que les consommateurs veulent absolument. En tout cas, c'est marqué Italie, donc je sais si j'ai quand même besoin de fenouil, bon voilà. Les produits à étiquette violette, hors circuit court, ne sont pas interdits, mais soumis au débat entre tous les acteurs du marché. Depuis que ce système est en place, ces étiquettes violettes disparaissent peu à peu. Et même les produits élaborés comme les tourtes, le fromage, le pain ou même les macarons sont intégrés au circuit court. La gourmandise en toute transparence et pour la bonne cause. C'est pas simplement un nouveau mode de distribution ou un truc à la mode. C'est vraiment l'idée de permettre aux gens de se réapproprier leur alimentation et à travers ça, à travers ces circuits, de construire des projets communs. Et si la France épousait le modèle de Grabel, partout, producteurs, consommateurs, élus inventent une nouvelle façon d'acheter et de manger, fondée sur la confiance, enfin. Thierry le maraîcher, Raphaël l'ostréiculteur, Pierre et Lydia les éleveurs, ils sont tous l'avenir de nos assiettes. Un espoir pour Carmen et des millions de consommateurs. Niet. Allez. Allez. I'm here to take you away. Ah oui, oui. Closer